Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir pour le Culture Club. À mes côtés, des esprits critiques au regard très affûté. Marie-Ange Philippe, Marcel Petrichol, Inès Morat et Xavier Affre. La question du soir, l'intelligence artificielle face à la matière grise, qui dominera le monde? Et pour y répondre, les œuvres que nous avons sélectionnées. En BD, Yann, l'intégrale de Fabien Wellman et Ralph Meyer aux éditions d'Argo. Au cinéma, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve et Heure de Spike Jonze. Dans notre bibliothèque, le cycle des robots d'Isaac Asimov aux éditions J'ai lu. Et notre bonus track, Sunspring, court-métrage de Oscar Sharp par une intelligence artificielle, le programme Benjamin. Je rappelle, la question du soir, l'intelligence artificielle face à la matière grise, qui dominera le monde? Comme chaque vendredi, plusieurs œuvres que nous avons sélectionnées pour répondre à la question, et nous allons commencer avec vous. Inès, vous avez choisi d'évoquer le cycle des robots d'Isaac Asimov aux éditions J'ai lu. C'est un petit peu la matrice de l'émission de ce soir. Oui, vous savez que ça me parle. Alors oui, du coup, parmi les 500 œuvres, une vraie machine que nous a laissé l'immense auteur de science-fiction et scientifique Asimov, on a donc ce tome 1 du cycle des robots, un recueil de 9 nouvelles écrites avec une grande clarté qui relate les souvenirs de l'expert en robopsychologie. Oui, Suzanne Calvin, et nous retrace donc l'évolution des robots. Alors chez Asimov, c'est bien simple. Quoique, tous les robots obéissent à 3 règles. Alors les 3 règles, vous me les avez données avant l'émission pour ne pas les lire. Pour ne pas que vous les lisiez, c'est ça, je balance tout si vous voulez. Alors les 3 lois de la robotique, selon Asimov. La première loi, un robot ne peut nuire à un être humain, ni laisser sans assistance un être humain en danger. La deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf quand ces ordres sont incompatibles avec la première loi. J'espère que vous suivez. Troisième loi, un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'est pas incompatible avec la première ou la deuxième loi. Voilà pourquoi je voulais laisser. Donc on a là un triptyque moral censé empêcher les machines d'échapper à notre contrôle, en gros d'éviter qu'elles aient envie de nous jouer un remake de Terminator. Sauf qu'au sein de son œuvre, Asimov, le papa du terme robotique et du concept de robot éthique, va mettre en place des paradoxes destinés à éprouver la solidité de ces lois. Par exemple, que se passe-t-il lorsqu'un robot peut soudain lire dans nos pensées ? Eh bien, en vertu de la première loi de la robotique, il lui interdit donc de faire du mal à un être humain, il va mentir. C'est bien connu, la vérité blesse. Autre cas, dans l'avant-dernière nouvelle, un robot à l'apparence humaine, Barry, est donc candidat à la présidence mondiale de 2044. Et voilà le premier pas des robots pour essayer de contrôler l'humanité, pour mieux la protéger en vérité. Alors enfin, après l'élection de Barry, les machines finiront par prendre la liberté en invoquant la loi 0, une nouvelle, d'œuvrer pour le bien de l'humanité en exerçant un contrôle absolu sur ce qui nous met par-dessus tout en danger l'économie la plus puissante de toutes les armes. Alors précisons, Alors précisons que la loi 0 n'a pas été codée au niveau matériel des cerveaux positroniques et que c'est une loi déduite par les robots eux-mêmes. En fait, le robot n'applique plus seulement les lois qui ont été mises dans sa carcasse métallique, il réfléchit aux implications de ses choix. Donc d'abord esclave soumis à l'homme, les robots deviennent son égal avant de devenir son maître. Mais n'y voyez pas là une défiance d'Asimov à l'égard du progrès technologique. Il voit bien d'un œil favorable l'émergence de l'intelligence artificielle, puisque ces robots deviendront les gardiens bienveillants d'une humanité bien trop préoccupée à s'auto-détruire. Et remettons le concept dans son contexte. On sort à peine des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les prémices de la guerre froide s'annoncent déjà. Bon alors, c'est bien joli tout ça, mais vous allez me dire que moi, mon robot aspirateur qui reste un petit peu bloqué et tourne infiniment sur lui-même entre deux chaises, avant que ne lui vienne l'idée de me fouetter en me faisant moi-même passer le balai, il va s'en passer du temps. Donc ça nous pose la question. Ça nous pose la question aujourd'hui, l'IA c'est quoi? Donc l'IA, si vous voulez... Je vous en prie, mon téléphone. C'est ça.
smartphone. Voilà, j'ai rien vu. Donc si vous voulez, l'IA aujourd'hui, c'est ça. Par exemple, à chaque fois que vous utilisez un moteur de recherche, vous bénéficiez de données collectées par des algorithmes intelligents. En fait, à chaque fois que vous vous servez de votre téléphone, vous faites travailler les muscles de tout un tas d'IA. Vous savez ce qu'on dit sur l'exercice, c'est bon pour le cerveau. Alors après les lois d'Asimov, et j'en aurai terminé, on va parler de la loi de Moore qui nous dit qu'à un certain degré de complexité, la machine sera tellement puissante qu'émergera la conscience. C'est même quelque chose qui inquiète les grands cerveaux contemporains, cette fois, l'instar d'Elon Musk ou de Stephen Hawking, qui nous dit d'ailleurs que parvenir à créer des intelligences artificielles serait le plus grand accomplissement de l'histoire humaine et peut-être aussi le dernier. Alors, vous êtes bien pendant le 20h et vous n'êtes pas dans une émission des frères Bogdanov parce que Marcel, Marcel n'est pas le troisième frère. Ah non. Alors, quelques mots tout de même sur Isaac Asimov. Immense auteur, Isaac Asimov. C'était un humaniste, c'était un type qui avait beaucoup d'humour, il avait une culture générale absolument immense. Son œuvre, voilà, il y a plus de 500 bouquins dans son œuvre. Hein. Il a principalement écrit que des nouvelles. Le cycle des robots sont pratiquement que des nouvelles. Il a une écriture qui est très très simple. Il a écrit beaucoup de bouquins de vulgarisation sur justement l'intelligence artificielle. Et Inès l'a dit, mais pour lui, la science, c'était l'avenir de l'humanité. Hein. En fait, dans tous ses romans, y compris dans le cycle de Fondation, où il a inventé un autre terme, la psychohistoire, il met en garde contre les dérives que peuvent amener les progrès, mais c'est par le progrès que l'humanité sera sauvée. C'est fondateur dans toute l'œuvre d'Asimov. Voilà. Alors, on fait cette émission autour de l'intelligence artificielle, de l'idée, finalement, parce que c'est un petit peu le fil d'Ariane d'ailleurs, du progrès, parce que actuellement, cette idée-là est beaucoup remise en question, y compris par des chercheurs. Exactement, en sciences humaines. Vous l'avez lu ? Oui, je remercie Inès parce que en fait je l'avais dans mon étagère depuis des années et je l'avais jamais ouvert. Donc grâce à Inès, voilà, c'est chose faite. Non mais en fait c'est juste, oui ça rejoint la question du transhumanisme, de l'humain prolongé, mais aussi l'humanité n'est plus seule et la question c'est comment faire face à l'autre, à la fois semblable et différent. On va pas demander à Marine Le Pen de résoudre cette question, mais du coup Asimov retourne, enchevêtre les scénarios et les réactions différentes sans jamais trouver de solution adéquate au final. Et on s'aperçoit que c'est tout simplement le reflet de l'esprit et de la morale humaine sur elle-même. Il est aussi question d'altérité dans cet ouvrage, et l'altérité, c'est un des thèmes du film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, sélectionné par Xavier Affre. Là, l'actualité nous aide. Le film est sorti il n'y a pas très longtemps, le 4 octobre. Il y a une petite, alors pas une petite polémique, mais vous savez très bien, les critiques aiment beaucoup se mousser entre eux. Et puis, même ici, il va y avoir débat, et c'est une évidence. Ça paraissait évident. Spoiler sur ce qui va se passer sur ce plateau. Donc, Denis Villeneuve était attendu au tournant, bien entendu. On lui doit notamment Sicario, qu'il avait un peu déjà révélé avant par Incendie, Prisoners notamment, mais Sicario quand même, c'était quelque chose qui était excellent sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis avec trafic de drogue. Puis Premier Contact, qui avait laissé augurer, en tout cas pour moi, me concernant, une superbe adaptation de Blade Runner 2049. Et en fait, l'avouer, je trouve ça extraordinaire. Bon, après, peut-être je m'emballe sur ce film, nous verrons les archives dans 15 ou 20 ans. Mais voilà, alors on est en 2049, donc on est 30 ans, je parle sous le contrôle de Marcel, parce que je sais qu'il me regarde déjà comme fusillé. Donc, 30 ans après l'histoire du premier, même pas volume, mais du premier de l'original, donc de Ridley Scott. Et il y a toujours une tension très forte entre les humains et les réplicants, qui sont les esclaves qui ont été créés par bioingénierie. Puis on suit l'histoire d'un officier qui est joué par Ryan Gosling, qui n'a jamais été aussi bon. C'est dire que je suis très, même complaisant presque. C'est un Blade Runner dans le film. Et son rôle en fait est de travailler pour une espèce de corporation, on va dire ça comme ça, pour chercher d'anciens réplicants, les anciens modèles, et tous ceux qui s'opposent en fait à la politique qui est menée dans le pays. Et un jour, il découvre un secret enfoui qu'on n'a pas révélé, bien entendu. Et à partir de là, il y a toute une série d'événements qui surviennent, ou pas, parce que le film est très lent. Il fait 2h45, il est très contemplatif. Alors, moi, je le vois comme une extension du premier film, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a toujours le mélange science-fiction, film noir, mais c'est plutôt tiré vers la quête existentielle pour moi. Et il y a un petit côté Tarkovsky à l'intérieur, plus présent que dans le film de Ridley Scott, qui pour le coup paraît beaucoup plus américain pour moi, enfin je le dis. Et la BO intéressante, parce qu'elle était attendue très au tournant aussi.
Bon, alors, Denis Villeneuve a travaillé avec un compositeur qui avait débarqué, qui s'appelle Johansson, et en fait, là, il travaille avec Hans Zimmer. Alors, c'est sûr que c'est une musique un peu... C'est pompier, mais enfin, si on regarde Vangelis il y a 30 ans, bon, enfin, il y a 30 ans maintenant, ou 25 ans, on en rigole aussi un peu, parce que j'aime bien Vangelis. Il faut le dire, qui était compositeur du premier. Runner. Bon, donc le film était attendu, je le redis encore une fois, j'ai eu une espèce de petite pression autour de lui, et moi je trouve ça extraordinaire. Alors bon, après peut-être c'est mon côté, je sais pas, alors, j'ai envie d'être dépaysé. Oui, parce que ça va venir, parce que la parole circule. Mon cher Marcel, êtes-vous d'accord avec Xavier? Est-ce que ce fut une claque? Non, ce fut un endormissement surtout. Non, ce fut une claque visuelle. Honnêtement, le film est très beau. Non, on est d'accord là-dessus. Visuellement, les décors, tout ce que tu veux, je suis complètement... La musique aussi. Franchement, j'ai adoré. Mais après, je cherche le scénario, quoi. Il n'y a pas de scénario. Moi, j'ai l'impression que Villeneuve, en fait, il a tellement été obnubilé par l'esthétique de son film, il avait tellement voulu en montrer, qu'il a oublié de développer son scénario. Il n'y a pas de tension dans le film. Il n'y a pas de surprise. Je trouve qu'il n'y a pas un véritable intérêt qu'il y avait dans le premier. Et y compris sur les thèmes, il ressasse les mêmes thèmes. Voilà, moi c'est un petit peu ce qui me manque. J'ai pas été surpris par le film. Et puis si je vais être méchant, parce que j'ai envie d'être un petit peu méchant, je dirais que l'intrigue aussi manque de cohérence et de crédibilité, mais j'ai l'impression qu'il est frappé par un certain syndrome. C'est-à-dire qu'il devient presque mégalo et suffisant. C'est le syndrome de Xavier Dolan, qui est un autre Canadien. J'espère vraiment que c'est juste les prémices et que vraiment il va passer à autre chose. Marie-Ange, après vous répondrez, mais on fait un tir groupé si vous voulez bien. Marie-Ange, bon, alors vous m'avez dit que vous aviez aimé, mais que vous trouviez qu'il n'y avait pas de scénario. Je suis la voix de la raison, comme toujours dans cette émission. Non, le film est superbement réalisé, la photo est magnifique, les acteurs sont magnifiques, mais le scénario, il y a un vrai problème, c'est téléphoné, on se doute de ce qui va se passer 1 heure avant. Les films durent 2h40, donc au bout d'un moment c'est long. Je n'ai pas compris pourquoi le scénario était aussi faible, parce qu'on est transporté dans un univers, c'est indéniable, mais pas du tout dans l'histoire. Et on est un peu là, spectateurs de nous-mêmes. Alors on voyage avec eux, mais moi je m'attendais, je me suis dit non, ça va pas, c'est pas aussi simple. Et en fait, allez, petite parenthèse, j'ai vu des critiques qui disaient que le film était misogyne. Alors oui, le film est misogyne, mais j'ai trouvé que c'était ça l'intérêt du film. On vous reconnaît bien. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que les technologies avancent jusqu'à leur paroxysme au point de créer une nouvelle forme d'humain, la morale régresse. Il est question de ségrégation, de racisme et de misogynie, et les femmes deviennent des femmes objets. Donc oui, le film est misogyne, mais c'est ça qui est le premier film est un film féministe. Pour le coup, le premier Blade Runner, on a dit que c'était un film féministe. Et ce qui est vrai quand on connaît l'histoire de Ridley Scott et qu'il a été élevé par sa mère. Alors Xavier, défendez cette lenteur contemplative. Il y a beaucoup de choses à dire. Le côté misogyne, moi je vais le laisser aux critiques qui n'ont rien, enfin pas pour Marie-Ange, aux critiques qui n'ont pas grand-chose à dire dessus, parce que moi ça m'intéresse pas. Donc là-dessus je boucle l'aspect misogyne. Sans doute, on peut creuser, on peut peut-être nous dire que c'est un film marxiste. Enfin, j'en sais rien. Vous savez, les critiques creusent, à force de creuser, ils se perdent. Mais par contre, alors sur ce qui a été dit, oui, mais pour moi, et je sais que Philippe vous partagez mon avis, je vous mets dedans. Comme ça. Mais vous pouvez. Voilà. Il n'y a pas de scénario. Mais c'est pas un problème. Enfin, de souvenir du film de Ridley Scott, le scénario n'était pas d'une richesse extraordinaire. Et puis, quand même, il n'y a pas de scénario parce que le personnage principal, moi je le vois comme, si vous voulez, la partie avec Harrison Ford, etc., c'est un gage qui est donné à ceux qui attendaient quelque chose, comme toujours. Bien entendu, film fait pour de gros budgets, je pense qu'il fallait donner des gages. L'histoire, c'est Ryan Gosling. C'est-à-dire, c'est une quête intérieure d'identité. Donc, en fait, tout ce qui est autour... ça sert à rien. Oui, même la bataille, il y a une bataille, sans trop dévoiler, mais il y a une bataille. Pourquoi faire un suspense qui n'existe pas? Non, mais il n'y a même pas de suspense. Moi, je ne l'ai même pas vu comme un suspense. Je le vois plutôt comme une quête existentielle. Et puis, je trouve que ça évoque pas mal de problèmes actuels. Mine de rien, il le modernise. Oui, il reprend la thématique. Moi, je trouve qu'il la creuse un peu. La gestion des déchets avec la ville déchets, c'est une des problématiques actuelles qui n'est pas dans le film de Ridley Scott. Parce que n'était pas à l'époque. Voilà, c'est ça. Peut-être c'est un peu peut-être que le présent tel qu'on va le voir dans quelques années. 2049, finalement, c'est quoi? C'est dans 30 ans. C'est pas très loin. On va le connaître, j'espère du moins. Donc là, avec ces îlots d'humanité comme ça qui essaient de survivre, c'est ce qu'on nous annonce là. Donc je trouve que le film là-dessus est très intéressant. Après, oui, peut-être le scénario, en le revoyant, mais moi, franchement, il y aurait eu 2 heures de plus, ça me posait aucun souci, sincèrement. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, c'est actuellement au cinéma. Faites-vous votre propre avis et allez voir le film de Denis Villeneuve, fortement recommandé par Xavier Affre.
fortement recommandé par Xavier parce que j'ai beaucoup aimé. Et donc, Non, mais par tout le monde, il est magnifique. Par tout le le monde. choix de Xavier. Alors, très rapidement, Xavier, Heure. Bah, je voulais en parler parce que c'est le côté un peu plus Très doux rapidement, donc, de Spike Jonze, où on a plutôt la rencontre entre un homme seul et avec un programme qui va créer une voix, qui s'appelle Samantha, qui est d'ailleurs, dans la version originale, c'est Scarlett Johansson qui fait la voix, donc bon, c'est un plaisir, même la voix, finalement. Et le film est magnifique parce que c'est vraiment une chronique douce amère, un peu avec pas mal de mélancolie sur la solitude. Et là aussi, c'est très contemporain, c'est-à-dire on voit les gens hyper connectés, mais qui sont de plus en plus seuls. Et le film le montre très bien, avec un Joaquin Phoenix à tomber. Comme il a été rarement dans sa carrière cinématographique. Sinon, il s'est perdu. Depuis quelques temps, il est très perdu. bon. Johnny Cash. Oui, C'est vrai, mais bon. Commode aussi. Vite. Alors, à la grande Non, surprise mais de je Xavier... parle pas du débit. Pardon. À la grande surprise de Xavier, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé les questions soulevées par le film pertinentes et touchantes, notamment l'égarement de l'homme dans l'immensité des possibilités qu'il se crée lui-même. Alors je coupe tout le reste et je vais vous dire que le film a tellement remué qu'après ça j'ai tenté la love story avec Siri. Ça n'a pas marché, il n'a pas été très réceptif, mais de toute façon c'est pas grave, je suis plutôt branchée Jarvis. Alors, je rappelle la thématique du soir, l'intelligence artificielle face à la matière grise qui dominera le monde. Avec vous, Marcel, et en BD. Oui. Vous BD. avez choisi d'évoquer Yann, l'intégrale de Fabien Vellman et Ralph Meyer aux éditions d'Argo. Alors très vite, on est en juillet 2044. Un QG forces spéciales, ils sont obligés de faire une intervention sur un sous-marin qui est pris dans un éboulement. Et on va leur allouer une nouvelle recrue. Et cette nouvelle recrue, c'est Yann, qui leur a été imposé par des professeurs de l'Artificial Intelligence Research Institute. Et ce Yann, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un nouveau prototype de robot sapiens ultra perfectionné et déjà controversé. En fait, il possède un cerveau évolutif. Il est conçu pour être capable de penser et d'apprendre par lui-même. Il est même recouvert d'une peau et de terminaisons nerveuses pour vraiment ressentir tout comme les êtres humains. Seul problème, Yann, il a des troubles mentaux. Il devient hyper violent. La seule solution pour le Pentagone, il faut l'éliminer tout simplement. Alors lui, il décide de fuir. Voilà, c'est un scénario qui est hyper intelligent, émouvant, prenant beaucoup d'émotions. Et on est vraiment ému par ce robot. Il y a du suspense, du mystère, il y a des surprises. C'est hyper crédible, la société que nous décrit le scénariste. On y croit vraiment. Et il y a plusieurs lectures. On parle de totalitarisme, on parle de contexte social et justement de l'évolution de ces robots. Et le plus intéressant, c'est que c'est une BD éthique, parce qu'elle est fondée vraiment sur l'évolution de l'IA et les questions que se pose Yann. A-t-il une conscience? A-t-il une âme? Quelle est cette voix qu'il entend? C'est ça qui est très important. C'est le cœur de la bande dessinée. C'est l'éthique de la responsabilité, cette bande dessinée. L'intelligence artificielle questionne l'éthique de la responsabilité. Oui. Et nous questionne sur nos propres contradictions, sur nos propres troubles métaphysiques et spirituels aussi. Je l'ai trouvé vraiment intéressante sur les thèmes qu'a abordés, plus que sur le dessin pour le coup, pour une fois, On va en dire quelques mots tout à l'heure. qui est plutôt, on va dire, classique. Mais c'est vrai que les thèmes posés, c'est même assez, quand je dis profond, c'est que ça va loin, ça questionne assez loin. Et je retrouve un certain écho, je suis désolé d'y revenir, mais avec l'interrogation de Ryan Gosling dans Blade Runner 2049. Je vais le dire 2049 fois comme ça. Et c'est pareil, qui il est, l'identité, est-ce qu'il a une conscience, est-ce qu'il peut aimer. Enfin, il y a plein de questions qui sont posées. Et voilà. Donc c'est intéressant sur le fond, pour moi. Je demande au réalisateur François Carole si l'on peut revoir quelques planches, parce que Marcel va nous parler du dessin. Xavier a dit un dessin un peu simple, En même temps, c'est pas très graphique. Mais c'est pas le but, je Alors pense, c'est un recherché. petit peu curieux lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, on s'attend justement à quelque chose. Mais non, justement, ils ont voulu prendre un peu le contre-pied. C'est hyper classique. Par contre, c'est hyper efficace. Ça colle parfaitement. Ce qui est intéressant, c'est que le dessinateur travaille en couleur directe. C'est assez rare. Et surtout, il a travaillé sur les expressions des visages, sur ce que ressent le robot. C'est assez léché. Découpage, comme toujours, c'est très cinématographique. Par contre, c'est dynamique. Et même si c'est classique, c'est un dessin qui est très, très précis. Inès. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça nous pose quand même la question de la conception d'un robot avec la capacité d'émotion, parce qu'on sait quand même que dans tout travail de recherche, on est guidé par l'instinct, par l'affect, par l'intuition. On pourrait alors en déduire qu'il n'y a pas de progrès intellectuel et scientifique sans émotion, qui ne sont après tout que des informations hormonales et neuronales. L'émotion des informations hormonales et neuronales. Mais ça va bien à Heure également. Oui, Tiens, oui, exactement. ça va bien à Heure. Marie-Ange. Oui. Alors, est-ce que vous allez être la somme de toute l'émission, c'est-à-dire grâce, je rappelle l'intelligence artificielle face à la matière grise qui dominera le monde, est-ce qu'on va trouver la réponse dans le choix de Marie-Ange? Parce que très souvent, Marie-Ange, les œuvres que vous nous proposez
permettent de résumer toute l'émission. C'est beau, Philippe. C'est une déclaration d'amour télévisuel, j'ai l'impression. Oui, alors c'est un court-métrage réalisé par une intelligence artificielle. Voilà. Enfin, réalisé, non, dont le scénario a été écrit par une intelligence artificielle qui s'appelle Benjamin, un programme qui s'appelle nommé Benjamin. Alors, ça a été diffusé pendant le concours d'un festival de science-fiction à Londres qui s'appelle Sci-Fi London. Alors, comment le scénario a été conçu ? C'est très simple. Oscar Schaap, qui est le réalisateur, et le scientifique Ross Goldwyn, qui est spécialisé en intelligence artificielle, ont en fait abreuvé ce programme de films et donc de scénarios différents, de Truman Show à 2001 l'Odyssée de l'espace, Star Wars, Star Trek, etc., etc. Et ce programme, à force de lire et relire ces scénarios, a en fait pointé les références, les différences, pour proposer à son tour une construction, une histoire, des dialogues. Ça marche aussi simplement, entre guillemets, que vous savez l'écriture intuitive que vous avez sur votre téléphone. Voilà, c'est exactement les mêmes algorithmes utilisés, un peu plus poussés. Alors, tous les codes de science-fiction y sont, vous pouvez le voir sur YouTube. Hein. Donc, Sunspring, il est facile à trouver. Combinaison à paillettes des années 80, futur post-apocalyptique, interrogation sur l'environnement dans lequel les personnages évoluent, méfiance un peu à l'égard de l'autre. Bref, on retrouve tous les ingrédients. Et ce qui est rigolo, c'est que les dialogues prennent un peu des allures de cadavre exquis, parce que forcément, le scénario n'est pas parfait et un peu confus. Alors, on voit quelqu'un cracher un globe oculaire pendant que un autre personnage veut monter au crâne. Alors, ça n'a pas forcément de cohérence, mais c'est déjà très bien joué. Et c'est très intéressant à voir. Et il faut savoir aussi que le programme a conçu aussi la BO du film. Alors ne croyez pas que ce genre d'initiative est à la marge de savants fous ou d'étudiants audacieux, parce que Google a investi des millions et des millions d'euros dans un programme d'intelligence artificielle nommé Magenta, qui sera spécialement dédié à la création, c'est-à-dire à la musique, à la vidéo et au cinéma. Est-ce la fin des scénaristes, Xavier ? Ça pose la question des droits d'auteur, en tout cas. Je sais pas, c'est vrai que le film, je n'attendais pas moins de Marie-Ange, c'est un choix décalé, évidemment, de me proposer, je sais pas si c'est parce qu'elle me fait allusion au manque de scénario de Blade Runner 2049, mais là, en l'occurrence, c'est pas de scénario. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est le but, c'est très drôle, il y a des mélanges même étonnants. Et c'est rassurant, parce que dire que l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable de pondre un scénario logique et cohérent, ce qui, moi, me rassure pour l'instant. Oui, on n'est pas prêt de l'avoir. Il n'y a pas de vécu, il n'y a pas d'affect. Voilà. À mon avis, il y a parce encore... Parce qu'il n'y a peut-être pas de budget aussi. Hein. Parce que je me méfierais de Google et de la capacité à mettre du budget là-dedans. À mon avis, dans les scénaristes, encore de beaux jours devant eux. Enfin, sauf s'ils font Blade Runner 2049. C'est ça, des scripts incohérents et des clichés régurgités. Et finalement, Benjamin, bienvenue, c'est très humain tout ça. Mais le problème, c'est que les clichés que lui n'a pas sortis, ce sont les acteurs qui les ont comblés, parce que pour essayer de donner un petit peu plus de sens aux scènes, ils nous ont sorti le vieux cliché culé du triangle amoureux que j'aime beaucoup. Donc oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est les coulisses. Alors les réalisateurs... les auteurs, on ne sait pas comment on peut les appeler dans ces cas-là, les concepteurs de Benjamin, va-t-on dire, en fait, ils se sont rendus compte que lors du vote, lors du festival, en fait, les autres trichaient avec des bots, donc qui votaient à l'infini, c'est une technique très courante. Ils se sont dit, Benjamin est tout trouvé pour faire ça, on va l'envoyer. Sauf qu'il a un petit peu exagéré, il a voté pour lui 36 000 fois. En 2 heures, ils ont été obligés d'avouer le méfait à la corruption, même les robots, voilà, c'est incroyable. Benjamin me fait penser à pas mal de c'est personnes. Alors, vraiment le président du festival a trouvé ça très drôle, a fait monter Benjamin sur scène, ils ont eu un petit échange. Voilà. Juste, on va revenir, Marie-Ange, on a un petit peu parlé sur la qualité visuelle, avant de répondre à la question, Xavier. La qualité visuelle, c'est vrai que moi j'ai eu du mal à appréhender le produit, parce que quelle est la part du réalisateur, enfin c'est juste une mise en image, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Ça a été réalisé en 48 heures, en fait, pour le coup. Voilà, et Marie-Ange a souligné le manque de moyens. Bon, mais je pense que c'est une tentative, et puis c'est un essai, donc c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Effectivement, avec de l'argent et des moyens, je pense qu'on peut arriver vers quelque chose de beaucoup plus abouti. Sunspring, court-métrage de Oscar Schaap, écrit par un programme d'intelligence artificielle du prénom de Benjamin. Alors, l'intelligence artificielle face à la matière grise qui dominera le monde, c'est le sujet de pendant le 20h. Et évidemment, nous sommes en fin d'émission, et donc, vous allez y répondre. Est-ce que je sais pas, mais en tout cas,
Il y a certains humains qu'on pourrait facilement remplacer par des intelligences artificielles, notamment le président des États-Unis. Je pense que peut-être bien qu'il s'agit de que ça serait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, Asimov a écrit une nouvelle, je crois, où en fait il y a qu'un seul électeur aux États-Unis qui fait la somme de tout ce que peut représenter l'Amérique, une intelligence artificielle, et c'est le seul à voter. Voilà. Bah, selon Asimov, oui. Un jour, l'intelligence artificielle va dominer le monde. Ouais. Xavier. Pour moi, non. La matière grise, d'autant plus que pour l'instant, c'est confectionné par des hommes. Donc moi, je crois en l'homme. Et voilà. Donc, matière grise. L'humain, l'homme au cœur de tout matière ça. Grise. On sent bien l'enseignant, l'homme passionné par son métier, par cette vocation face à ses élèves. Bon, ça serait bien d'être remplacé parfois par une intelligence artificielle. Je pourrais m'évader. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Inès. Alors, on peut penser que les humains, limités par une lente évolution biologique, seraient rapidement dépassés. Sauf que si le robot s'humanise, les humains, comme tu le dis, vont se mécaniser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en créant ces machines plus intelligentes, ça nous pose la question à nous de ce qu'est l'intelligence, parce que ça n'est pas encore vraiment défini. Donc la robotique, c'est un genre expérimental qui, en se perfectionnant, va nous amener à redéfinir la condition humaine. Je vais rappeler les œuvres du soir. Yann, l'intégrale de Fabien Wellman et Ralph Meyer aux éditions d'Argo, c'est en BD. Les films Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve et Heure de Spike Jonze. Le livre, le cycle des robots indispensables pour comprendre l'intelligence artificielle d'Isaac Asimov aux éditions J'ai lu. Et enfin, le court-métrage Sunspring de Oscar Sharp, écrit par Benjamin Intelligence Artificielle. Alors, il est disponible sur la plateforme YouTube. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant le 20h.